Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce webinaire pour 1 heure ensemble sur l'hypersensibilité. Mieux collaborer avec les hypersensibles, des clés concrètes pour les managers, les RH et les collègues. Merci beaucoup d'être présente. Je vois que vous êtes pas mal nombreux dans le chat. Est-ce que vous m'entendez bien et vous me voyez bien? Je vous laisse peut-être le dire dans le chat. Ok, super. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Donc, je suis Aurélia Monaco, je suis formatrice chez Gérézo depuis 2018. Je suis coach certifiée et également l'auteur du livre « J'assume mon hypersensibilité » qui a été publié justement chez Gérézo. Auparavant, j'ai été avocat, fiscaliste et cadre dans les ressources humaines. Donc, tout ça va me permettre de vous donner des clés, on va dire, à la fois d'entreprises concrètes et aussi des clés plus intérieures, plus psychologiques sur l'hypersensibilité. Donc, je vous remercie pour votre présence et puis je vous propose que l'on commence rapidement. Peut-être juste vous donner 2-3 indications sur le déroulé. Donc, on va être ensemble pendant 1 heure. Je vais laisser, je pense, 15 minutes à la fin du webinaire pour pouvoir répondre à des questions. Ces questions, vous pourrez les poser dans le chat ou vous pouvez les poser dès maintenant. Simplement, on les sélectionnera à la fin. Et moi, pendant la présentation, pour rester concentré, je ne les regarderai pas, mais on prendra un temps pour y répondre à la fin. Alors, peut-être rapidement vous présenter Gérézo dans le cas où vous ne connaîtriez pas Gérézo à ce jour. Donc, Gérézo, c'est un organisme de formation, mais aussi qui intervient en conseil, coaching et c'est également un éditeur depuis plus de 40 ans. J'interviens chez Gérézo sur différents domaines, notamment sur l'hypersensibilité, avec une formation qui dure 2 jours, mieux vivre son hypersensibilité dans le domaine professionnel. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir le catalogue de Gérézo qui est très, très riche, que ce soit en intra, en inter, à distance ou en présentiel. Il y a énormément de choses et de formations qui sont proposées dans tous les domaines possibles de la formation pour adultes. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est, avant de vous partager le déroulé, c'est un petit sondage. Donc, je vais te laisser, Kelly, si tu veux bien lancer le sondage, pour en savoir un petit peu plus sur votre intention avec ce webinaire. Alors, le sondage est le suivant. Est-ce que vous êtes là parce que vous êtes hypersensible, parce que vous travaillez avec des hypersensibles ou aucun des deux, ou les deux, en tout cas, ni l'un ni l'autre. Je vous laisse quelques secondes pour répondre et puis je partagerai ensuite les résultats. Alors, je vois que Julie vous demandait si on a démarré ou lui, on a démarré. Donc, je pense qu'il y a peut-être un problème avec votre écran, puisqu'apparemment, tout est bon pour la plupart des personnes. Alors, au niveau du sondage, normalement, vous avez un sondage visuel sur lequel vous pouvez cocher la case. Alors, Kelly vous a partagé les résultats. Donc, vous êtes à 44% présents parce que vous travaillez avec des hypersensibles, à 39% présents parce que vous êtes hypersensible et à 17% aucun des deux. Donc, c'est intéressant. On va dire que on est quand même sur quelque chose d'équilibré entre les deux options, être hypersensible ou travailler avec des hypersensibles, même si on peut être hypersensible et travailler avec des hypersensibles. Alors, pour les personnes qui auraient répondu aucun des deux, eh bien, vous pouvez écrire dans le chat un peu plus de précision sur ce qui vous a donné envie d'être dans ce webinaire avec nous. Alors, on va avancer ensemble et je vais vous présenter du coup le programme de cette heure de webinaire.
Il y aura quatre temps. Le premier, ça va être de vous décrire ce qu'est l'hypersensibilité, puisque je pense que si c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez déjà dû entendre énormément d'informations sur l'hypersensibilité. Et ces informations ne sont pas toujours claires, justes, et peuvent être vulgarisées, parfois à bon escient, parfois à moins bon. Donc, je vais vous partager les 4 caractéristiques de l'hypersensibilité pour déjà savoir de quoi on parle. Ensuite, on regardera, puisqu'on est dans le domaine de la collaboration en entreprise ou en tout cas professionnelle, puisque ça peut aussi s'appliquer si vous êtes entrepreneur, si vous êtes libéraux, si vous êtes à votre compte. Mais on regardera la question de la collaboration. Donc, comment mieux collaborer avec des personnalités qui sont plus ou moins différentes, même si j'aime bien rappeler que l'on soit hypersensible ou pas, on est avant tout des êtres humains et que donc on a évidemment beaucoup plus de points communs qu'on l'imagine. Donc sur la collaboration, on regardera 2 choses. La première, c'est les clés quand on est hypersensible pour mieux vivre son environnement professionnel et les clés lorsque l'on est en collaboration avec des hypersensibles, donc à supposer qu'on ne le soit pas, et que l'on collabore avec eux. Maintenant, si vous êtes hypersensible et que vous travaillez avec des hypersensibles, comme c'est le cas dans certaines réponses dans le chat, eh bien, les 2 points vont vous concerner. Et puis, bien sûr, ensuite, là, je vais donner des lignes directrices. Et puis après, c'est du cas par cas aussi selon votre posture, vos objectifs, etc. Ensuite, je vous partagerai la compétence clé commune pour vraiment mieux collaborer. Et enfin, on passera sur les questions-réponses. Donc, toutes les questions que vous avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat dès maintenant. Et puis, à la fin de la petite conférence, on fera un temps pour les lire et y répondre. Alors, je vais du coup rentrer déjà dans le vif du sujet pendant quelques minutes pour vous parler de l'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Et là, ce que je propose peut-être aux personnes qui ne sont pas hypersensibles, c'est de dire dans le chat les mots qui vous viendraient quand vous pensez à l'hypersensibilité. Alors, je vous laisse prendre quelques instants pour indiquer dans le chat qu'est-ce que pour vous l'hypersensibilité, pour les personnes qui ne le sont pas, plus particulièrement, qui découvriraient ce sujet. Et on verra qu'il y a 4 caractéristiques. Je vous les partagerai bien sûr. Et ce sont des caractéristiques qui peuvent être cumulatives ou alternatives. Mais très souvent, elles sont cumulatives, ou en tout cas, on en a au moins 3 sur 4, on va dire. Et je veux vous les détailler après. Mais je serais quand même intéressée de voir de votre côté quelles seraient, d'après vous, les caractéristiques ou une caractéristique essentielle quand vous pensez à l'hypersensibilité. Alors, les émotions très présentes, kinesthésiques, bruit, lumière, odeur, émotif, une sensibilité accrue des émotions qui peuvent être décuplées. Ok, donc là, on aurait effectivement la question des émotions et la question des sensations. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter les 4 caractéristiques et vous verrez effectivement que ce que vous avez dit est très juste. Alors, la première caractéristique, c'est ce qu'on appelle la réactivité et l'intensité émotionnelle. Donc là, on est vraiment sous l'angle des émotions. Les émotions, avant tout, elles sont vécues dans notre corps. Donc, ce sont souvent des ressentis, agréables ou désagréables, plutôt que des émotions négatives ou positives. Les hypersensibles ont du coup cette réactivité et cette intensité au niveau émotionnel. La réactivité, ça veut dire que les personnes hypersensibles vont réagir plus rapidement à certaines situations d'un point de vue émotionnel. Donc, elles peuvent être impactées émotionnellement par quelque chose qui peut sembler anodin pour quelqu'un d'autre, ou là où quelqu'un d'autre qui ne serait pas hypersensible ne réagirait pas. Elles vont peut-être sursauter si quelqu'un entre dans le bureau, alors que quelqu'un d'autre ne va pas sursauter. Donc, il y a ce seuil de réactivité, en fait, qui est plus bas. C'est-à-dire que l'émotion, très souvent, va être générée, activée plus rapidement, avec un seuil de tolérance aussi plus bas. Et cette émotion, elle va aussi être plus intense.
donc elle va être plus forte. Alors quand je dis plus, je parle de quoi? Je parle de la majorité des personnes qui ne seraient pas hypersensibles, même si, comme je l'ai dit, on est tous différents. Mais là, c'est l'idée de donner des grandes lignes. Donc ça va être une intensité émotionnelle qui va être forte. Donc, une réactivité plus grande, une intensité émotionnelle qui va être forte, et puis aussi plus forte, et aussi des émotions qui vont durer dans le temps plus longtemps. C'est-à-dire qu'il y a comme un ancrage émotionnel d'une situation. Par exemple, quelque chose m'a rendu triste, m'a fait de la peine. Je peux ressentir cette émotion ou ce sentiment un peu plus longtemps. Et on verra qu'il y a d'autres caractéristiques qui vont venir aussi peut-être renforcer la longévité de ces émotions. Mais il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur ce sujet et qui ont prouvé qu'effectivement, les émotions, elles avaient un temps de vie qui était plus long et qui durait plus longtemps chez les hypersensibles. Donc ça, c'est la première caractéristique. Donc, vous aviez Déborah, Stéphane, vous parliez d'émotions, c'était tout à fait correct de ce point de vue-là. Ensuite, on a une deuxième caractéristique qui est la réactivité et l'intensité sensorielle. C'est à peu près la même chose que ce que je viens de vous dire sur les émotions, mais là, on va être au niveau des 5 sens. Donc, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût. Chez les hypersensibles, on a très souvent ce qu'on appelle un défaut d'inhibition latente, c'est-à-dire que le corps de l'hypersensible, les sens de l'hypersensible, le cerveau de l'hypersensible va capter plus d'informations que la moyenne. C'est comme s'il avait un spectre élargi. Il n'y a pas forcément des sens qui sont plus développés, il n'entend pas forcément plus fort, mais il va entendre plus de sons. Donc, si vous imaginez un entonnoir de réceptivité, peut-être que dans la moyenne, il sera comme ça, et chez l'hypersensible, il sera comme ça. Donc, il va percevoir, par exemple, des sons que certaines personnes n'entendent pas, des goûts, des odeurs avant les autres, etc. Donc, c'est positif et négatif, évidemment. Il y a les sens qui vont générer des sensations agréables et un même sens qui peut aussi générer des sensations désagréables. Donc, tout ça, dans le milieu professionnel, ça peut aussi être un problème et j'en parlerai par la suite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie, c'est-à-dire qu'il y a une intensité au niveau des sens et effectivement un seuil de réactivité qui est pareil, qui est plus bas. Et une saturation qui va se faire plus rapidement au niveau sensoriel, puisqu'il y a plus d'informations qui sont réceptionnées. En général, le sens qui est le plus développé chez les hypersensibles, c'est l'audition, donc le son. Et le second, ça va être souvent le toucher, donc tout ce qui est au niveau kinesthésique, comme c'était partagé dans le chat. La troisième caractéristique, c'est la pensée complexe. C'est ce qu'on appelle le traitement en profondeur des informations. Encore une fois, il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que les hypersensibles, en fait, vont vouloir vraiment comprendre. Ils ont un besoin très fort de comprendre les choses, de mettre du sens sur certaines choses, d'aller aussi dans le détail, dans leur réflexion, d'aller souvent chercher les différentes options pour trouver la meilleure option possible. Ce qu'on appelle un peu la recherche de la meilleure option possible. Donc, il y a vraiment cette pensée complexe qui est en général une pensée, on va dire, plutôt à long terme. Ce sont des personnes qui vont souvent voir l'étape finale et qui ont un peu plus de mal à penser de manière court terme. Donc, cette pensée complexe, elle se traduit aussi par un sens du détail quand même assez marqué. Elle peut aussi se traduire par un perfectionnisme, de l'hyperexigence et parfois se noyer aussi dans certains détails. Mais, encore une fois, selon votre profession, le sens du détail peut être une qualité incroyable et parfois peut jouer contre vous. Donc, tout dépend aussi de ce que vous faites. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, dans le chat, m'indiquer votre profession. Donc, émotion, sensation, pensée. Et donc, évidemment, ce ne sont pas des tiroirs qui sont indépendants les uns des autres, puisque une sensation, par exemple, désagréable, va amener une émotion désagréable et potentiellement une pensée sur cette émotion, puisqu'on peut essayer, malgré nous, de rationaliser nos émotions et donc de réfléchir sur l'émotion, ce qui n'est pas aidant du tout quand on est hypersensible.
d'ailleurs qui n'est pas aidant de manière générale, mais en tout cas, ce côté interdit et rationalisé sur nos émotions qui n'est pas aidant. Ensuite, la quatrième caractéristique, c'est l'hyper-empathie. Donc, on a tous et toutes des neurones miroirs qui sont des neurones qui nous permettent de nous connecter à l'autre, qui vont nous permettre d'apprendre, par exemple, une chorégraphie, de nous sentir connectés à quelqu'un, à un lieu. Et chez les hypersensibles, cette hyper-empathie, elle est très présente et les neurones miroirs sont actifs plus longtemps et ils vont s'activer plus rapidement aussi. Donc, il y a aussi des études qui ont été faites, des IRM avec des hypersensibles et des personnes qui n'étaient pas, où on voit que les personnes qui sont hypersensibles, elles vont se sentir, par exemple, autant connectées à une émotion agréable en regardant une photo de quelqu'un qu'elles connaissent et de quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Donc ça, c'est aussi un sujet très récurrent, c'est l'hyper-empathie. On parle aussi parfois d'éponge. Alors là, du coup, dans l'hyper-empathie, ce qui est important, c'est que ça n'est pas un choix, c'est vraiment physiologique. Alors bien sûr, il y a des rituels, des choses qu'on peut mettre en place, des compétences qu'on peut acquérir pour mieux le vivre, mais c'est quelque chose qui fait partie de l'hypersensibilité et qui est très présente chez les hypersensibles sans qu'il n'ait forcément décidé. Donc, l'empathie, c'est savoir se mettre à la place de quelqu'un, c'est faire la démarche de se mettre à la place de quelqu'un. Et finalement, l'hyper-empathie, c'est naturellement ressentir ce que ressent l'autre, alors même qu'on n'en aurait pas forcément envie. Donc, voici les caractéristiques de l'hypersensibilité. Comme je vous le disais, la plupart du temps, ces caractéristiques sont cumulatives. Après, on va aussi identifier parfois des hypersensibles qui vont être plus émotionnels et des hypersensibles qui vont être plus sensoriels. Donc, si vous avez un doute sur votre hypersensibilité, vous avez des tests qui sont identifiables facilement sur Internet, notamment celui d'Hélène Aron, qui a conceptualisé l'hypersensibilité aux États-Unis, et qui vont vous donner un indicateur, en fait, de votre hypersensibilité. Donc voilà pour les caractéristiques. Ce que je vous propose peut-être de dire dans le chat, c'est éventuellement, est-ce que vous vous sentez concerné par la 1, la 2, la 3, plutôt la 4 ou les 4. Vous pouvez mettre les numéros si vous êtes hypersensible qui vous concernent. Et si vous ne l'êtes pas et que vous travaillez avec des hypersensibles, éventuellement, les numéros qui correspondent aux caractéristiques que vous avez peut-être identifiées chez les personnes qui font partie de votre équipe. Donc, je vous laisse le mettre rapidement dans le chat. Donc, Sabrina, 1, 2, 3, 4. Aurélia, les 4. 1, 3, 4, OK. Les 4, surtout la 4. Alexandra, OK. OK, hyper intéressant. Donc, essayez aussi de peut-être réfléchir dès maintenant avec ces caractéristiques-là. Essayez de faire déjà peut-être des liens entre les challenges que vous vivez professionnellement et ces caractéristiques. Peut-être qu'effectivement, vous allez pouvoir identifier certaines choses qui peuvent être en lien. Alors, je vais vous partager du coup un nouveau sondage qui est de savoir, d'après vous, comme ça, quel est le pourcentage de personnes hypersensibles, on va dire, en général, dans la société. Donc là, vous allez avoir un petit onglet sondage qui est lancé. Donc, quel est le pourcentage d'hypersensibles en entreprise ? Alors, est-ce que c'est 12%? Est-ce que c'est 25%? Est-ce que c'est 31%, d'après vous? Alors, au niveau des résultats, vous êtes 39% de votants à considérer qu'on serait 12% d'hypersensibles en entreprise. Donc ça, c'est le vote qui est ressorti le plus fortement. Puis 32%. On dit qu'il y aurait 25% d'hypersensibles. Et enfin, 29% ont répondu 31% d'hypersensibles. Donc, vous seriez plutôt sur 12%
chiffrage d'hypersensibles. Alors en fait, la réponse, c'est 31%. Il y aurait 31% de personnes hypersensibles en général dans la société. Et donc, comme il n'y a pas de sondage sur l'entreprise en particulier, on considérerait qu'on aurait quasiment un collaborateur sur 3 qui serait hypersensible du fait de ce sondage. Un sondage qui date de 2018 de Lionetti qui a été réalisé pour ce faire. Donc, ça fait quand même une personne sur 3, quasiment, et autant d'hommes que de femmes. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de retenir un petit peu cette définition de l'hypersensibilité, qui est une sensibilité plus élevée que la moyenne, qui va se traduire par une réceptivité accrue aux stimuli intérieurs comme extérieurs, des perceptions fines et un traitement en profondeur de l'information. Alors, on parle de stimuli intérieurs et extérieurs. Les stimuli extérieurs, c'est ce qu'on a vu, par exemple, l'environnement de travail, du son, des odeurs, au niveau sensoriel. Mais ça peut être aussi des stimuli intérieurs, comme des pensées, comme des émotions, comme des sensations. Donc tout ça est bien sûr interconnecté. J'aime bien aussi rappeler qu'en fait, tout le monde est sensible et que la sensibilité en soi fait partie du fait d'être humain. Donc si on est humain, on est sensible. Et donc, l'hypersensibilité, c'est le fait d'être un peu plus sensible que la moyenne, comme on va retrouver dans l'environnement naturel, des plantes qui sont plus sensibles que d'autres, des animaux qui sont plus sensibles que d'autres, etc. Ça fait partie, en fait, de la variété du vivant. Et donc, l'hypersensibilité à elle seule n'est pas un trouble. C'est pour ça qu'on ne parle pas de diagnostic. On n'est pas diagnostiqué hypersensible, parce que ça n'est pas un trouble, ça n'est pas une maladie. On identifie son hypersensibilité au moyen du test dont je vous ai parlé, mais aussi de lecture, de formation, etc. L'hypersensibilité seule n'est pas un trouble, alors que dans certains cas, on peut avoir des troubles qui génèrent une hypersensibilité, mais là, on n'est pas dans ce thème-là, on est vraiment dans ces personnes qui ont une sensibilité plus élevée que la moyenne et qui se traduit par les caractéristiques que je vous ai partagées. Donc voilà pour les caractéristiques, déjà pour savoir de quoi on parle. Ça, c'était le premier point. Et puis, je vous invite, s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur les caractéristiques ou des questions, vous pouvez bien sûr le faire dans le chat. Je précise aussi qu'on a autant d'hommes que de femmes hypersensibles, même si dans la pratique que j'ai en tant que formatrice, j'ai eu très peu d'hommes dans des formations, même si on a eu quelques-uns. Ce qui ressort aussi d'échanges avec d'autres hommes hypersensibles qui interviennent sur ces sujets-là. En fait, il m'expliquait notamment que les hommes étaient plus réceptifs à la notion d'hyperinformation que d'hypersensibilité, parce que voilà, il y a tout un conditionnement déjà dans la société en général sur la sensibilité, et encore plus chez les hommes qui peut-être ne se sentent pas du tout concernés par principe, alors qu'ils le sont et qui n'ont pas forcément mis ces mots-là dessus. Ensuite, on va regarder ce qu'on doit faire pour mieux collaborer. Donc, je vous ai dit qu'on allait voir le cas où on est hypersensible et le cas où on travaille avec des hypersensibles. Donc, dans le cas où on est hypersensible, comment mieux collaborer, comment mieux vivre son hypersensibilité dans son environnement professionnel. C'est vraiment un vaste sujet. Comme je vous l'ai dit, j'ai une formation sur le sujet qui dure 2 jours et elle pourrait en durer 15. Donc voilà, c'est de vous donner les clés. L'idée, c'est de vous donner les clés, notamment par cet acronyme BEL, donc en 3 points que je vais vous détailler, qui sont un petit peu les 3 points clés si on est hypersensible pour mieux collaborer en entreprise, pour mieux vivre sa carrière tout simplement. Bon, déjà, la première chose, je ne l'ai pas dit, mais c'est d'identifier son hypersensibilité, mais ça tombe sous le sens, et de l'accepter. Et ça, c'est déjà un chemin. Alors, le premier point, c'est le B. Donc, ce B correspond à besoin. C'est de savoir identifier ses besoins. Ça marche quand on est hypersensible, mais bien sûr quand on ne l'est pas aussi. Mais quand on est hypersensible, c'est très important d'identifier ses besoins parce que du fait de cette hyperstimulation, de cette hyperréceptivité, on peut très vite être saturé. Donc les besoins, comment on pourrait les définir? C'est un petit peu des conditions qui sont essentielles à notre bien-être. Et si vous voulez, c'est comme si on était sur Terre avec des besoins, mais qu'on ne nous avait pas donné notre mode d'emploi. Donc, c'est déjà une responsabilité d'identifier nos besoins.
Donc, les besoins sont en général de 4 ordres. Pour reprendre un petit peu la pyramide de Maslow, on a bien sûr les besoins physiologiques qui sont nécessaires à la survie. C'est en lien avec la nourriture, le sommeil, etc. Donc, je ne rentrerai pas trop là-dedans, mais c'est un sujet notamment pour les hypersensibles, parce que dans mon livre, j'ai notamment une interview d'une naturopathe qui explique que lorsqu'on est hypersensible, eh bien, on a des besoins particuliers en termes d'alimentation. On a aussi besoin de plus de sommeil par rapport à cette pensée en profondeur qui continue même quand on dort. Et on va avoir besoin d'avoir une alimentation qui soit anti-inflammatoire, qui permette aussi aux protéines de mieux se fixer pour mieux réguler le stress. Donc, tous les besoins physiologiques, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est quand même un point essentiel. Ensuite, on va avoir les besoins psychologiques, les besoins émotionnels. Donc là, ça va être aussi tout ce qu'on peut avoir comme besoin d'épanouissement. Donc là, c'est aussi d'identifier en amont, si vous êtes par exemple dans une recherche d'emploi, quels sont vos besoins. Est-ce que voilà, vous avez un besoin de créativité, un besoin de joie, un besoin de partage, parce que ça vous génère certaines émotions. On va ensuite avoir les besoins plutôt relationnels. Quels sont les types de relations dont vous avez besoin? Quel est le type d'environnement de travail dont vous avez besoin? Très souvent, nos besoins sont en lien avec nos valeurs. Donc, les valeurs, ce sont un petit peu nos absolus qui nous guident dans notre vie. On va agir en fonction de nos valeurs. Et les hypersensibles ont des valeurs en général de la cohérence, de la justice, du partage, de l'entraide. Donc, connaître vos besoins, ça permet déjà d'avoir votre mode d'emploi. Ça permet ensuite de remplir vos besoins, sans attendre que ce soit les autres qui les remplissent. Donc, si j'ai besoin de silence, eh bien, je m'octroie une pause déjeuner seule parce que je sais que le silence va me ressourcer. Si j'ai besoin de reconnaissance, eh bien, je n'attends pas forcément qu'on me la donne, je vais aller la demander. Donc, plus je connais mes besoins, plus j'arrive à les verbaliser. Et la première étape, c'est déjà de les identifier. Donc, vous pouvez faire ce travail des 4 types de besoins. Besoins physiologiques, besoins émotionnels, besoins relationnels. Et le 4e type, c'est le besoin existentiel. C'est plutôt par rapport au sens, ce qu'on veut faire de notre carrière, si je reprends le lien avec l'environnement de travail. Se questionner sur quel est le sens que je veux donner à ma vie. Et donc ça, c'est un point essentiel parce que très souvent, les hypersensibles, comme ils sont hyper empathiques et qu'ils ressentent les besoins des autres ou pensent les ressentir parfois, eh bien, ils imaginent que les autres vont comprendre leurs besoins sans qu'ils n'aient à les dire. Ou ils vont imaginer que parce qu'ils ressentent les choses d'une certaine façon, tout le monde le ressent de la même façon, ce qui n'est pas le cas. Donc, identifier ces besoins permet simplement de les remplir et de les valoriser. Ça évite du coup d'avoir trop de charge mentale et trop de frustration. Et justement, en parlant de charge mentale, je vais vous partager un 3e sondage qui est le suivant. C'est: est-ce que d'après vous, les hypersensibles sont plus sujets au burn-out que les autres? Oui ou non? Alors, je lis en même temps vos commentaires. Est-ce que le test d'Hélène Aron est gratuit? Alors oui, tout à fait. C'est Hélène Aron. Vous tapez ça sur Internet. Il est aussi sur mon site aureliamonaco.com. Il est complètement gratuit et puis il est accessible très facilement quand vous le cherchez sur Internet. C'est juste Hélène, c'est pas comme en français, c'est E-L-A-I-N-E. Alors, je vous laisse du coup. Alors, la réponse, est-ce que les hypersensibles sont plus sujets au burn-out? Vous dites à 92% oui et à 8% non. Et donc, effectivement, vous avez raison, ils sont plus sujets au burn-out, je ne dirais pas par nature, parce que tout dépend aussi de leur vie, mais par cette hyper-réceptivité, ils ont souvent un système nerveux qui est mis à mal et qui est très souvent dérégulé. Parce qu'ils pensent aussi énormément, et bien parfois, ils ont du mal à trier leurs émotions, à renouveler aussi, à faire un petit peu le vide. Et donc, ils vont aussi beaucoup se juger et faire preuve parfois de maltraitance envers eux-mêmes. Et donc, tout ça accumulé, en voulant aussi être très exigeants envers eux-mêmes, ça peut être effectivement plus rapidement, alors pas plus rapidement, mais plus facilement, même si ce n'est pas le bon terme, sujet au burn-out.
mais font preuve aussi beaucoup de résilience et parfois ils ont tellement eu l'habitude de se suradapter à l'environnement qu'ils ne sentent pas qu'ils sont proches du burn-out. Donc le premier B, je reprends sur les points essentiels. En tant qu'hypersensible, votre responsabilité, c'est de comprendre vos besoins et d'y répondre dans la mesure du possible. Évidemment, dans l'aspect relationnel, il y a des besoins qui ne dépendent pas que de vous, mais il y a toujours une partie du chemin qu'on peut faire dans une relation. Comme je vous le disais précédemment, si vous avez besoin, par exemple, de feedback et que vous attendez le feedback et que vous n'osez pas le demander, et quelque part, vous ne faites pas votre part dans la relation. Donc, le premier point, c'est le besoin. Le deuxième point, c'est le E pour l'environnement. Là, l'environnement de travail va être essentiel chez les hypersensibles. Il va vraiment avoir un impact et très, très fort, notamment sur toute la dimension sensorielle avec cette hyperesthésie. Alors, tout ce qui est open space très bruyant, c'est très compliqué quand on est hypersensible. C'est voire parfois impossible de se concentrer parce que la personne va entendre les conversations, va être comme happée par l'extérieur et elle va avoir un espèce de flou mental. Elle va être aussi beaucoup plus fatiguée. En revanche, ce qui va être important, donc du coup, c'est de vous demander quels sont les sens qui sont les plus développés chez vous. Si effectivement, c'est par exemple la vue, ça peut être intéressant d'avoir des choses autour de vous qui vous fassent du bien, qui vous apaisent, d'avoir très peu de notifications sur votre écran, etc. Donc l'environnement de travail, à la fois l'environnement concret, matériel, le lieu, mais aussi l'environnement, on va dire, émotionnel. Est-ce qu'il y a une bonne entente? Est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'il y a un climat de confiance? Donc tout ça va être perçu de manière extrasensorielle par les hypersensibles. Donc là, votre responsabilité en tant qu'hypersensible, c'est d'identifier les sens qui sont les plus développés, de voir peut-être les aménagements que vous pouvez demander, non pas sous couvert d'hypersensibilité, mais aussi en expliquant que ça vous permettra d'être plus performant, d'être plus concentré, d'être plus créatif. Parce que l'hypersensibilité a aussi tout un pan hyper intéressant dans la créativité, dans le partage, dans la profusion d'idées. Mais malheureusement, si on est épuisé par son environnement de travail, on n'a pas forcément accès à ces qualités-là. Donc, on va privilégier vraiment les espaces de travail calmes, esthétiques, parfois des journées de télétravail pour justement se ressourcer, prendre du temps dans la journée pour avoir des micro-pauses, des micro-respirations pour justement vider un petit peu sa jauge qui est facilement remplie. Donc, l'environnement de travail est hyper essentiel et ça n'est pas un caprice pour les personnes, par exemple, qui ne sont pas hypersensibles et qui sont un peu plus hermétiques à leur environnement. C'est un petit peu comme si on demandait à quelqu'un de ne pas sentir alors qu'il a un odorat. C'est un petit peu pareil pour un hypersensible. S'il ressent des choses autour de lui, il ne peut pas faire autrement que les entendre, les percevoir. Donc, l'environnement de travail va être hyper important. Donc, n'hésitez pas non plus, si vous avez des questions sur l'environnement de travail, à les poser et éventuellement aussi à me dire ce qui vous a aidé dans votre environnement. Moi, je sais que j'avais beaucoup de mal avec les open space. Quand j'étais avocate, je travaillais dans un couloir, donc il n'y avait littéralement pas de porte. Les gens parlaient en permanence à côté. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis partie. Ensuite, j'ai pu demander un peu de télétravail. Ça m'a vraiment donné une respiration. J'ai mis des temps de pause dans ma journée. J'ai enlevé tout ce qui était autour de mon bureau qui me prenait de l'espace, qui presque m'étouffait. J'ai appris aussi à aller dans la nature. Ça va ressourcer, etc. Donc, tout l'environnement, ça peut être même l'environnement chez vous et l'environnement, le trajet que vous allez prendre pour aller au travail. Tout ça a un impact. Et donc, quand on met de la conscience dessus, bien, on se permet en fait de mettre à jour un petit peu son mode de fonctionnement. Et alors, le troisième point, la lettre, c'est L, puisque vous avez vu qu'il y avait un L. À votre avis, qu'est-ce que représente ce L, si vous deviez deviner quelque chose? D'après vous, que pourrait représenter ce L? Si vous aviez une clé en tant qu'hypersensible ou si vous deviez donner un conseil à des hypersensibles, que pourrait représenter ce L de Belle? Quel est le mot derrière cette première lettre? Si vous avez une idée. On a le droit à l'erreur, donc vous pouvez partager même si vous n'êtes pas sûr. Liberté, loyauté. Alors ça aurait pu, c'est vrai, que ce sont des valeurs en fait qui sont assez fortes chez les hypersensibles et qu'on retrouve souvent.
Mais ça n'est pas ce mot et je vois qu'il y a une personne qui a trouvé, 2 personnes. Sabrina Alexandra, effectivement, c'est limite. C'est le L de limite. Alors, tout ce que vous disiez était correct aussi, hein, légitimité, lien. Mais là, comme on est dans le domaine professionnel, ce que j'ai constaté sur les formations que je donne depuis, je pense, 2 ou 3 ans maintenant, c'est vraiment du fait de cette hyper-empathie qu'ont les hypersensibles et qui ressentent exactement ce que les autres veulent et qui veulent bien faire. Si en plus, ils ont un manque d'estime d'eux-mêmes, eh bien, très souvent, ils ont un petit peu le syndrome du sauveur, du pompier. Ils veulent tout faire pour tout le monde et ils ne posent pas de limites. Ils ont vraiment du mal à poser des limites parce que ils sont ce qu'on appelle en fait en repère externe. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient un GPS qui n'était pas tourné vers eux, mais tourné vers les autres. Donc, ils sont en permanence à vouloir satisfaire les autres, à être un bon employé, mais aussi à écouter les problèmes des uns et des autres. Donc, il est essentiel vraiment de poser des limites. Alors, les limites, ça va être clairement le job description. Pourquoi je suis engagée? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on me demande de faire qui ne sont pas dans mon job description et qui sont récurrentes et qui sont devenues une partie de mon travail? Donc là, ça permet aussi de remettre en fait des choses pragmatiques dans les limites parce que les hypersensibles sont souvent dans l'émotionnel. Ils veulent faire plaisir. Ça, c'est souvent leur driver. Et mettre des limites concrètes, ça permet en fait de remettre dans la balance le contexte. Donc, ça va être des limites sur le travail, ça peut être des limites aussi sur la surcharge de travail, donc savoir dire stop, demander de l'aide, savoir dire non, ça c'est souvent un problème aussi, ou si c'est pas forcément dire non, mais c'est aussi demander un aménagement, proposer des options, puisqu'en général, l'hypersensible va répondre oui, par principe. Donc, si vous l'êtes, peut-être la première chose, c'est peut-être de ne pas répondre directement, mais vous laisser le temps d'analyser les choses sous un angle plus pragmatique, de réfléchir et de revenir après. Et d'aller dans les faits plutôt que dans l'émotion. On peut aussi, j'ai eu le cas en formation d'une dame qui me disait « on m'appelle tout le temps, c'est toujours moi qui dois rendre service, on me pose des questions tout le temps, etc. » Et en fait, quand j'ai creusé un petit peu avec elle, je me suis rendu compte qu'elle avait un seul numéro. Elle n'avait pas de numéro professionnel. Donc, on l'appelait sur son numéro personnel, en permanence, y compris quand elle était en congé. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est responsable d'une partie des limites qui ne sont pas respectées. Je ne dis pas qu'on est coupable, mais on est responsable. Donc, si je n'ai pas de numéro professionnel et si on m'appelle en permanence sur mon numéro personnel, ma responsabilité, c'est de savoir ce que je veux et de poser une limite. Et donc, tous ces éléments vont vraiment aider les hypersensibles à se respecter et aussi à être respectés. Ça peut être aussi des collègues qui viennent en permanence, ça je l'ai souvent en formation, se plaindre, avoir un support parce que quelque part, ils ressentent que les hypersensibles vont les écouter, vont les conseiller. Donc ça, les limites, elles sont essentielles. C'est vraiment hyper intéressant de le comprendre. Et il y a tout un travail de positionnement, d'assertivité, d'oser dire non. C'est en lien avec l'estime de soi, c'est en lien aussi avec ses croyances limitantes, etc., avec son exigence. Donc il y a tout un travail, on va dire, intérieur pour oser poser des limites. Et ces limites, elles ne sont pas contre les autres, mais elles sont pour soi, mais aussi pour les autres, parce que ça permet en fait d'avoir un cadre qui est clair. Donc voici les 3 éléments clés, même s'il y en a d'autres. Quand on est hypersensible, vous devez connaître vos besoins, vous devez comprendre votre environnement et agir sur votre environnement dans la mesure de ce qui est de votre responsabilité, évidemment. Et aussi, voir en fait les domaines dans lesquels vous avez tendance à ne pas mettre de limites et à mettre des limites petit à petit, étape par étape. Donc, je vous laisse partager dans le chat s'il y a des questions, des commentaires, je les regarderai à la fin. Et on va avancer maintenant sur comment mieux collaborer lorsqu'on collabore avec des hypersensibles. Donc, quand on n'est pas hypersensible. Donc, moi, j'ai eu le cas, j'ai formé des élus locaux. J'avais un duo, une dame hypersensible et son N+2 qui était là. Et en fait, ils avaient vraiment envie de se comprendre l'un et l'autre. Et surtout, la personne qui n'est pas hypersensible. Ce qui était reproché par la personne hypersensible, c'est que son responsable qui n'était pas avait tendance à prendre des décisions sans anticiper les impacts que ça pouvait avoir à long terme, les impacts sur les personnes.
Ce qui était quelque part, entre guillemets, reproché par la personne qui n'était pas hypersensible, c'était que la personne hypersensible prenait trop les choses à cœur, prenait trop de responsabilités et vous voulez absolument bien faire tout le temps et finalement ne comprenez pas en fait cet engagement. Donc pour les personnes qui ne seraient pas hypersensibles, déjà le fait d'être à cette conférence, c'est une première étape, comme ce monsieur est venu en formation avec elle. Parce qu'en fait, je suis vraiment convaincue qu'il y a des complémentarités qui peuvent se faire entre des profils plutôt, on va dire, émotionnels, plutôt créatifs, et des profils qui sont parfois plus rationnels, plus pragmatiques. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas les deux. On est forcément un peu des deux, mais on va avoir une tendance plus forte que l'autre. Donc là, je vais vous partager un petit peu les 3 éléments clés pour justement mieux collaborer avec un hypersensible. La première, c'est l'importance du cadre. Alors, vous avez dit dans le chat pour le L que ça aurait pu être de la liberté. Alors, c'est vrai que les hypersensibles ont un grand besoin de liberté, je dirais aussi d'autonomie dans leur travail, mais aussi dans leur vie. Mais, plutôt que mais, ils ont aussi besoin d'un cadre. Et le cadre va être hyper important puisque quand on est hypersensible, on est hyper stimulé et on a tendance à vouloir dire oui à tout ce qu'on nous demande. Donc, si le cadre est trop restrictif, on est étouffé. Mais si le cadre n'est pas assez posé, qu'il y a un mélange des genres entre le pro, le perso, les horaires, etc., eh bien, on est dans un autre souci qui est qu'en fait, on est en fusion, on est dans des environnements qui ne sont pas clairs et qui ne sont pas sécurisants. Les hypersensibles ont besoin, dans leur travail, de se sentir en sécurité, de se sentir en sécurité relationnelle, avec un cadre qui est protecteur, mais qui n'est pas étouffant. Donc, ce cadre doit être effectivement assez posé. Donc, après, tout dépend du genre d'entreprise et du genre d'environnement. Mais il est vraiment hyper important que le cadre soit clair. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Poser des limites qui soient claires aussi. Quels sont les attendus? Quelle est la marche? En fait, un hypersensible va avoir besoin d'une marge de liberté dans un cadre qui soit juste. Et ce cadre, il doit être quelque part quand même adaptable. Les environnements très rigides pour les hypersensibles peuvent parfois fonctionner parce que ça les cadre, mais sur le long terme, ça va les épuiser. Donc, il y a un cadre qui est à poser. Donc, si vous êtes manager, si vous gérez une équipe, etc., de toutes les façons, c'est important de poser un cadre, mais disons qu'avec un hypersensible, ça va être très important de le poser, de faire un temps de réunion ou des mises à jour, de poser aussi des questions ouvertes mutuellement sur ce qui est important dans ce cadre et qu'il soit clairement établi pour qu'on ait beaucoup moins de projections, ce qui est très souvent le cas quand on a des collaborateurs hypersensibles. Donc, le cadre, c'est vraiment hyper important. Le deuxième point, c'est d'avoir ce que j'appelle un leadership incarné, donc non pas un leadership qu'on s'approprie pensant être un leader, mais c'est vraiment d'avoir un leadership humaniste. Puisqu'en fait, les hypersensibles vont voir au-delà des masques sociaux, vont percevoir tout ce qui est dissonance cognitive, les non-dits, etc. Donc, ils ont besoin d'avoir des personnes qui les inspirent et vous allez les inspirer si vous êtes en accord avec vous-même. Donc, ça demande de faire un travail sur vos valeurs et d'assumer à la fois votre vulnérabilité et votre force. Assumer de faire des erreurs, voire collectif. Vraiment, il y a cette dimension humaniste dans le leadership qui va être hyper importante pour les hypersensibles. Donc, vraiment d'oser être soi-même et d'oser se former, d'oser dire quand on a raté, etc., etc. En termes de management, on a différents types de management. On peut avoir le management qui est très directif, qu'on va qualifier d'autoritaire parfois, qui est de faire quelque chose d'une certaine façon dans un certain délai. Donc, il n'y a pas de discussion. Ce management-là, il peut fonctionner avec des hypersensibles, même si ce n'est pas le préféré, mais il peut fonctionner si il y a une valeur de justice derrière ce management.
Si le cadre est posé, si les demandes sont claires et que la demande est juste et qu'il y a une forme de cohérence, alors le management directif peut aussi fonctionner parce que ça va permettre à l'hypersensible de savoir où il veut aller. Et comme on l'a vu, il a tendance à penser en arborescence, à être hyperstimulé. Donc parfois, un management directif peut fonctionner avec des profils hypersensibles qui ont justement besoin d'un cadre assez clair. On peut avoir aussi le management participatif, si vous avez une équipe, qui va être celui de faire participer les uns et les autres, d'être dans une forme de collaboration. Et c'est un management qui va bien fonctionner avec les hypersensibles, qui est plutôt celui qu'on peut privilégier. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être que dans du participatif parce qu'on a des hypersensibles. Admettons, cas d'école, que vous ayez 10 hypersensibles dans votre équipe, s'ils sont dans un management participatif de votre part et qu'ils doivent trouver une solution, que vous devez trouver une solution avec eux, ça peut fonctionner, mais il y aura forcément des frustrations. Donc voilà, c'est mixer un petit peu un mélange des managements. Et on a aussi le management qui est délégatif, qui va être de dire, bon bah voilà, je veux atteindre cet objectif, faites comme vous voulez, atteignez-moi cet objectif. Si vous travaillez en direct avec un hypersensible, ça peut être très bien, parce que ça va remplir ses besoins d'autonomie, de reconnaissance, etc. S'il y a toute une équipe derrière, ça peut être un peu plus compliqué, notamment s'il y a beaucoup d'hypersensibles, parce qu'ils vont avoir tendance à chercher la cohésion. Et parfois, on ne peut pas être tous d'accord, donc ça peut être compliqué aussi. Donc voilà, c'est savoir aussi, en se formant, par exemple, identifier les différents profils, poser des questions ouvertes, demander ce qui leur convient. Les hypersensibles n'aiment pas du tout le management à l'ancienne, très vertical, très hiérarchique, sans humain. Donc, c'est des choses bêtes, c'est du bon sens, mais ça va être d'appeler les personnes par leur prénom, de demander aussi comment elles vont, parfois d'ouvrir la porte à certaines émotions quand on sent qu'il y a eu quelque chose qui n'est pas passé, puisqu'elles peuvent avoir parfois du mal à verbaliser ces choses-là par peur de blesser. Donc, un cadre qui soit clair, mais qui soit quand même souple, un leadership humain avec différents types de management à jauger selon son équipe et selon son propre management naturel aussi. Et enfin, le dernier point, c'est un fort besoin chez les hypersensibles de reconnaissance. Alors, ça va être une reconnaissance qui va être plutôt sur la personne, donc sur ses qualités humaines, mais ça peut être aussi une reconnaissance qui est sur son travail. Donc, on dit souvent que si dans une évaluation, on a 90% de satisfaction de la part du travail qui a été fourni de cette personne, eh bien, la durée de l'évaluation doit être à 90% positive. Et si on a 10% de choses qui ne vont pas, eh bien, 10% du temps sera sur le négatif. Les hypersensibles, comme beaucoup d'humains, retiennent très souvent ce qui ne va pas. Et comme ces hypersensibles ont en plus ces émotions qui durent plus longtemps, etc., elles sont hyper exigeantes, elles peuvent, projeter, être dans un perfectionnisme, s'interdire certaines choses. Et plus on va leur donner de la reconnaissance, plus elles vont prendre confiance, elles vont se sentir reconnues pour leur travail et donc d'autant plus investies. Puisque ce qui fonctionne sur les points négatifs fonctionne sur les points positifs. Quand vous donnez du feedback positif à un hypersensible, eh bien, puisqu'il a cette intensité émotionnelle, eh bien, ça va le nourrir encore plus que quelqu'un d'autre. Donc, c'est aussi du bon sens et on peut aussi avoir des résultats encore plus intéressants en donnant de la reconnaissance qui ne coûte pas d'argent, qui n'est pas financière, mais qui va permettre de motiver les collaborateurs. Donc, je recommande vraiment ce qu'on appelle le continuous feedback, c'est de donner des feedbacks de manière récurrente, sans attendre les évaluations annuelles, d'avoir des temps informels ou formels pour poser ces questions selon les besoins, poser souvent des questions ouvertes. Donc, une question ouverte, ça va commencer par pourquoi, comment, et pas est-ce que. Donc, pour laisser aussi l'autre personne libre, demander qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aurais fait, etc. Ça permet de valoriser. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de recadrage. Quand on a souvent le point inverse qui est de j'ai peur de blesser la personne, donc j'ose rien dire. Les recadrages doivent être faits et sont à faire de manière, je pense, en suivant le process DESC ou la CNV, partir du factuel,
ensuite parler de ses sensations, ensuite proposer une solution, mais ne pas aller dans l'émotionnel directement. Donc, quand on collabore, de toute manière, c'est intéressant pour des évaluations de noter au fur et à mesure les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien, pour justement, lors d'un recadrage, pouvoir avoir des éléments concrets, puisque le filtre des collaborateurs hypersensibles, il est en général plus émotionnel que factuel. Donc, plus on met du factuel, plus ça permet d'être sur quelque chose de juste et d'équilibré. Le point que je n'ai pas dit, mais qui tombe sous le sens, c'est bien sûr de se former au-delà d'hypersensibilité, mais ça va être sur ses profils de personnalité, comprendre ses fonctionnements. Comprendre son propre fonctionnement permet aussi de mieux collaborer. Ça, c'est évident pour tout le monde, hypersensible ou pas. Ensuite, je vais vous parler, avant de partager un temps de questions-réponses, d'une compétence clé qui va permettre aux hypersensibles et aux personnes qui ne le sont pas de mieux collaborer. Alors pareil, comme précédemment, je vous laisse deviner. Une compétence clé. C'est une compétence en fait qui va être commune, à la fois aux personnes hypersensibles et aux personnes qui ne le sont pas. Quelle est cette compétence que chaque partie, dirons-nous, doit acquérir pour justement mieux collaborer? S'il y en avait une seule, quelle serait cette compétence d'après vous? Je vous laisse le mettre dans le chat. Être à l'écoute. OK, l'écoute. Communication, bienveillance, écoute, communication. OK. Beaucoup l'écoute ressort, la bienveillance, l'assertivité, ouais, c'est juste aussi. Alors, comme on a peu de temps, je vais vous la partager directement et puis ensuite je passerai aux questions-réponses. C'est bien pour moi, hein, c'est de mon point de vue. La compétence clé, c'est l'intelligence émotionnelle. Et dans l'intelligence émotionnelle, on a tout ce que vous venez de dire. On a l'écoute, on a la communication, on a l'assertivité. L'intelligence émotionnelle qui a été développée par Daniel Goleman, et ici vous avez le spectre du test EQI, qui est le test d'intelligence émotionnelle qui est le plus utilisé dans le monde, et on a 5 compétences qui regroupent cette notion d'intelligence émotionnelle. Et ces 5 compétences, très souvent, on ne les a pas acquises dans notre éducation, dans nos formations. Et on se retrouve dans le milieu du travail à devoir cohabiter, gérer ses soucis personnels, ses exigences, ses objectifs sans avoir des clés. Et donc, l'intelligence émotionnelle, elle est composée de 5 compétences. Donc, l'intelligence émotionnelle, on va la définir comme une capacité à réguler ses émotions et celles des autres, à les distinguer, ça c'est très important pour les hypersensibles, puisqu'en général, ils ressentent plus les émotions des autres que les leurs, et à pouvoir utiliser ces informations pour guider sa pensée et ses actions. Donc, on a 5 compétences. La première, elle est plus intérieure, c'est la perception de soi. C'est en lien avec l'estime de soi, avec la conscience émotionnelle. Donc, autrement dit, qu'est-ce que je ressens? Quelle est mon émotion? Déjà, ça, c'est pour tout le monde nécessaire, et c'est très souvent pas le cas. On a vraiment parfois du mal à poser des mots sur ces émotions. Donc là, on repart dans les émotions vraiment primaires, les sensations du corps, etc. Mais ça permet d'élargir son langage, et plus on reconnaît nos émotions, plus on peut les reconnaître chez les autres. Ensuite, on a l'expression individuelle. Donc là, en fait, on ressent son émotion, on l'identifie, mais on va la dire, la verbaliser. Donc, c'est l'affirmation de soi. Quelqu'un disait, je crois, Christelle, l'assertivité, ça c'est hyper important aussi. Ensuite, on a la partie relation humaine, relation sociale. On a l'empathie, c'est là où on pourrait mettre la bienveillance, l'écoute dont vous avez parlé. Ça, c'est une compétence en général qui n'est pas à développer quand on est hypersensible, puisqu'on est en général hyper empathique. Donc, cette empathie, on l'a. Mais ça ne veut pas dire qu'on est un expert en relations sociales. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est intelligent émotionnellement. Puisqu'en fait, on peut être surchargé d'informations et cette surcharge peut nous ôter quelque part une forme de sécurité intérieure et de capacité à se positionner, à prendre des décisions. Justement, la prise de décision, c'est une autre de ces compétences. La capacité à être objectif, à s'autoréguler, à prendre des décisions. Les hypersensibles ont parfois du mal à prendre des décisions puisqu'ils imaginent toutes les options possibles. Et enfin, la gestion du stress. Donc, au niveau des personnes qui sont hypersensibles, s'il y avait une compétence à développer, en tout cas, c'est ce qui ressort le plus, mais après, vous pouvez faire les tests, mais en formation, ce qui ressort le plus, c'est vraiment l'expression individuelle, c'est-à-dire oser dire les choses, ça va avec les limites, et aussi la gestion du stress, puisque
du fait de cette hyperréceptivité, les collaborateurs hypersensibles sont plus sujets au stress. En général, ce sont des personnes qui ont une bonne conscience, une bonne perception d'elles-mêmes et qui ont une empathie. Ensuite, au niveau des personnes qui ne sont pas hypersensibles, en général, elles vont, devoir développer des capacités d'empathie, d'être plus à l'écoute, de se positionner d'une manière d'égal à égal. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas hypersensible, on n'est pas empathique. Je vous donne un peu les tendances de ce que je vois. Et aussi à développer une capacité à avoir une bonne perception de soi, à comprendre ses émotions. Donc, si on développe l'intelligence émotionnelle, qu'on soit hypersensible ou pas, à ce moment-là, on est en capacité de mieux collaborer. Maintenant, comment on va la développer? Eh bien, ça sera différent selon chaque personne. Chaque personne va avoir des compétences qu'elle a déjà plus ou moins naturellement et des compétences qu'elle peut acquérir grâce à des formations, grâce à des lectures, grâce à du coaching, pour justement développer les parties de ces compétences qu'elle n'a pas. Donc, c'est vraiment la compétence qui est clé. C'est l'intelligence émotionnelle qui passe par la conscience de soi, par la communication et aussi par la prise de décision. Mais les hypersensibles n'auront pas à travailler les mêmes choses que les personnes qui ne le sont pas en général. Donc, je pense avoir fait le tour des choses importantes que je voulais vous dire. Je vais passer rapidement, du coup, sur le temps de questions-réponses. Donc, Kelly, si tu veux bien sélectionner certaines questions pour que je puisse y répondre. Alors, Maria, vous disiez, pour moi, c'est la prise de décision qui est difficile. C'est souvent le cas pour les hypersensibles parce que, justement, il y a une sorte de volonté de prendre la meilleure option à chaque fois. Et donc, ça peut figer. Ça peut être l'effet inverse, procrastiner. Il peut y avoir aussi le perfectionnisme à travailler. Et aussi, parfois, en fait, une forme de stress. Je parlais de système nerveux dérégulé. Parfois, quand on n'a pas assez d'énergie, on a du mal à prendre de la hauteur et prendre des décisions. Alors, je vais juste regarder pour les questions. OK. Alors, Nathalie, est-ce que l'hypersensibilité peut se transmettre à son enfant? Oui, il y a des études qui montrent qu'on est plus ou moins à 51% d'acquis et 49% de transmis. Donc, il y a un lien héréditaire. Il n'y a pas de gène de l'hypersensibilité, mais on constate effectivement que très souvent, ça peut être héréditaire. Est-ce que le test d'Hélène Aron est gratuit? Oui, il est gratuit. Ça, je crois que j'ai déjà répondu. Laurent, super bonne question. Est-ce qu'on doit dire à son équipe qu'on est hypersensible? Alors, je dirais oui et non. Non, si on dit juste qu'on est hypersensible, parce que ça ne va pas forcément aider ni les autres ni soi. Oui, si on va expliquer son fonctionnement. Et c'est là où connaître ses besoins est important, parce que si vous allez connaître vos besoins, Laurence, du coup, vous allez pouvoir les expliquer, pouvoir vous faire comprendre sur certaines choses qui peuvent sembler étranges, bizarres, etc. Et donc, le dire, oui, mais le dire pour justement mieux collaborer. Mais pas le dire pour le dire parce que, en fait, très souvent, c'est mal compris. Donc, il faudrait de la pédagogie. J'espère que j'ai répondu à la question. Stéphane, est-ce qu'il y a un lien avec les personnes HP? Donc, j'imagine HPI, haut potentiel intellectuel. Alors, il peut y avoir un lien, mais il n'y a pas forcément un lien automatique. Que je vous ai donné en termes de chiffres, on a 31% d'hypersensibles. Les HPI, en général, sont dans les statistiques à peu près à 3%, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est recensé. Ce qu'on constate, c'est que très souvent, les hauts potentiels intellectuels sont également hypersensibles. En revanche, on peut avoir des hypersensibles qui ne sont pas au potentiel intellectuel. On a aussi des très hauts potentiels intellectuels qui sont vraiment dans les seuils de QI très élevés et qui sont très rationnels et qui ne sont pas forcément hypersensibles. Mais dans les profils plutôt hétérogènes de haut potentiel intellectuel, il peut arriver qu'ils soient hypersensibles. On peut considérer que tout ça, c'est de la neuroatypie, c'est-à-dire que le fonctionnement du cerveau va avoir un fonctionnement qui est moins courant que celui des personnes qu'on va considérer neurotypiques, même si, en fait, tout ça fait partie, comme je l'ai dit au début, d'une diversité humaine qui est normale. Mais il peut avoir un lien. Donc, le test pour le HPI, c'est le VICE, qu'on passe avec un psychologue, un médecin. Et le test de l'hypersensibilité, c'est le test d'Hélène Aron, et puis c'est de l'auto-identification. Il n'y a pas de test dans un centre médical ou autre.
Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Marion, comment communiquer avec un hypersensible qui ne maîtrise pas ses caractéristiques, n'est pas conscient de son état et ne sait pas son bel? Bah, justement, c'est là où, dans la relation, en fait, on a 50% du travail à faire et 50% est de la responsabilité de l'autre. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que ça va aussi beaucoup dépendre du contexte. Est-ce que c'est un contexte professionnel ou personnel? Moi, j'inviterais à déjà avoir un cadre pour parler de ça, pas au coin d'une porte, avoir un cadre qui soit plutôt bienveillant, comme je le disais, et d'identifier peut-être en amont, j'ai identifié certaines choses, partir de faits. J'ai suivi cette formation, j'ai compris que l'hypersensibilité, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ouvrir des questions ouvertes, proposer. Alors, si dans le cadre professionnel, essayer de le rattacher à des objectifs qui sont remplis ou pas remplis et peut-être aller sur des formations. Mais voilà, c'est d'être dans la suggestion, dans le non-jugement et dans un cadre voilà, qui s'y prête. Mais encore une fois, Marion, ça dépend du contexte, donc ça, c'est à creuser, mais en tout cas, j'espère que ça vous donnera des pistes. Alexandra, est-ce que l'hypersensibilité peut s'accentuer avec l'âge? Alors effectivement, il y a des recherches qui montrent que l'hypersensibilité en général s'accentue avec l'âge, d'où l'intérêt de mieux la comprendre, pour mieux l'apprivoiser, pour connaître ses besoins, puisque si elle s'accentue, il y a beaucoup de choses qui pouvaient être tues, on pouvait se suradapter à un certain moment, mais ça peut être de plus en plus compliqué. Puis je pense que plus on avance dans l'âge, notamment aussi les femmes avec les périodes hormonales, eh bien, on peut avoir des phases cycliques qui sont différentes, qui vont faire en sorte que l'hypersensibilité peut être exacerbée, ou avec la maternité, etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vous laisse les poser. Je vous partage aussi, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, la formation qu'on propose avec G-Réseau, Mieux vivre son hypersensibilité dans le monde professionnel. La prochaine session sera fin septembre en présentiel à Paris. Et également, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez commander mon livre « J'assume mon hypersensibilité et je retrouve ma liberté » que vous pouvez retrouver sur la librairie donc, de G-Réseau. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions, en tout cas que je vois sélectionnées. Si on n'a pas pu répondre à toutes les questions, eh bien, je vous invite vraiment à rejoindre la formation si vous en avez l'occasion, pour qu'on puisse aller vraiment en profondeur, ou en tout cas à lire mon livre. Si vous venez à la formation, le livre sera offert, mais si vous voulez déjà commencer, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, le livre va vous aider. Vous avez beaucoup de cas pratiques, de cahiers, d'exercices, etc. pour justement aller plus en profondeur. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre temps. J'aime bien dire qu'être hypersensible, c'est être hyper vivant. Donc voilà, c'est vivre les choses avec intensité, les agréables comme les moins agréables, et que plus on se connaît, eh bien plus on peut mieux le vivre et choisir des environnements qui nous font du bien. Je vous remercie pour votre temps. Le replay sera disponible pour celles et ceux qui le souhaitent. Et puis, peut-être à bientôt en formation ensemble pour avancer ensemble. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.